Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique Market Veg. Aujourd'hui, je vous propose de préparer une boisson traditionnelle de Noël dans les pays anglo-saxons que vous connaissez peut-être, que l'on appelle l'eggnog. Alors dans l'eggnog, il y a du lait animal et des œufs. Nous allons préparer une version crue et végétalienne, donc sans œufs et sans lait animal. Je vais vous proposer, alors il existe beaucoup de recettes sur internet, plusieurs versions. Donc là je vais vous en proposer deux, voilà, comme ça vous pourrez peut-être l'adapter à vos goûts, à vos préférences. Donc la base des deux, c'est quand même un lait, donc en l'occurrence là un lait végétal, donc nous allons faire un lait d'amande. Donc j'ai fait tremper mes amandes au préalable quelques heures. Je vais donc les mettre dans mon blender. Donc pour faire un lait d'amande, on considère que la bonne proportion d'amandes et d'eau, c'est pour un volume d'amandes trempées, 3 volumes d'eau. Voilà. Alors bon, c'est pas scientifique non plus, hein. C'est moi je mesure pas grand chose, donc voilà à peu près. Voilà, à peu près ça. Alors moins vous mettez d'eau, plus vous aurez bien sûr une boisson crémeuse et riche. Si vous préférez comme ça, bien sûr, libre à vous. Donc voilà, là je vais simplement mixer. Vous pourriez aussi mixer avec un sucrant directement dedans, par exemple des dattes. Le tout va être ensuite filtré à travers un sac à lait ou un filtre à jus. Voilà, les deux noms c'est la même chose. Donc, alors à l'envers, ça doit être ça. Voilà, donc j'ai mixé mes amandes avec l'eau. Donc vous avez un beau breuvage bien blanc qui ressemble tout à fait à du lait animal. Donc maintenant, pour avoir une boisson agréable qui ressemble le plus possible à du lait, nous allons filtrer tout ça à travers un sac à lait. Donc voilà, ce sac à lait que vous trouverez chez Market Veg sur la boutique en ligne est très pratique parce qu'il est très grand. Et vous voyez, vous pouvez le mettre très facilement sur un saladier. Voilà, comme ça on n'en met pas partout. Donc vous versez tout, vous fermez et vous n'avez plus après qu'à presser. Voilà, alors là je vais avoir évidemment beaucoup plus de lait d'amande que je n'en aurais besoin pour mes recettes. Mais bon, il peut se garder très bien quelques jours sans problème pour agrémenter, faire d'autres boissons, mettre dans vos smoothies ou d'autres boissons crémeuses. L'hiver, on a un peu plus envie de douceur et de crémeux. Voilà, donc je presse bien fort et vous voyez le lait qui sort. Voilà. Voilà, donc quand vous avez bien pressé le plus possible pour extraire le maximum de lait, donc il vous reste, voilà, la pulpe. Donc là, il m'en reste beaucoup. Alors, plutôt que de la jeter, c'est un petit peu dommage, vu le prix des amandes. Vous pouvez ça fait comme une sorte de farine. Donc, vous pouvez, si vous n'en avez pas l'utilité dans l'immédiat, la congeler. Ça se garde très bien au congélateur. Comme ça, vous aurez de la farine d'amande, de la poudre d'amande, mais qui aura été trempée. Donc, voilà, les meilleures qualités. Sous la main dans votre congélateur. Ou alors l'utiliser tout de suite dans la foulée pour faire des gâteaux crus, des petits biscuits. Ou encore vous en servir comme base de pâté ou de rôti. On dit rôti, mais c'est pas un rôti au four, de rôti façon crue végétalien. Donc voilà, de côté. Voilà, donc j'ai un beau lait bien crémeux. Voyez. Donc voilà, la première recette. Il faut pour cette première recette d'eggnog, donc 1,5 tasse de lait d'amande. Ça représente, alors une tasse c'est 250 ml. Donc voilà, 1,5 tasse, 100
ça fait combien? 375 millilitres, si je sais bien compter. Ça doit être ça. Une tasse et demie de lait d'amande. Alors vous pourriez le faire avec un autre oléagineux, bien sûr, selon vos préférences. Hein. Là, en l'occurrence, pour cette recette-là, où j'utilise de la loukouma, la noisette, ce serait très sympathique aussi. Ça va extrêmement bien avec la loukouma, la noisette. Le lait de noisette, c'est délicieux. Alors, là, donc j'ai mis mon lait, j'ai besoin donc de loukouma. Donc, en l'occurrence, 55 g de loukouma. La loukouma est un fruit d'Amérique du Sud, très intéressant pour sa teneur en bêta-carotène. Et pas mal aussi pour sa teneur en fer et en calcium. Surtout intéressant pour le crémeux qu'il apporte dans toutes les préparations qu'il en contient. Et puis son sucrant aussi. Enfin, ça apporte du sucre et c'est un bon sucrant. C'est pas très sucré, mais c'est quand même intéressant. Et surtout, ça apporte le velouté. Donc 55 grammes. Ensuite, nous avons besoin d'un petit peu de vanille. Voilà. Alors à vous de vous voyez ce que vous aimez, si vous aimez beaucoup le goût vanillé ou pas. Ensuite, nous avons besoin d'un sucrant. Enfin, c'est pas nécessaire si vraiment vous ne voulez pas de sucre. Si vous ne voulez pas de sucre, vous pouvez vous en passer et vous contenter de la loukouma. En l'occurrence, là, moi, je rajoute du nectar de coco. C'est du sucre de coco liquide que je préfère largement au sirop d'agave parce que le sirop d'agave n'est pas un sucrant à bas indice glycémique, contrairement à ce qui a été dit très souvent et longtemps. Le nectar de coco n'est pas cru. Hein, le sucre de coco, en général, enfin, tous les sucres de coco ne sont pas crus. Ça a été chauffé, plus ou moins. Hein, après, donc de toute façon ça reste un sucrant très intéressant parce qu'il est très riche, il est à bas indice glycémique déjà, donc c'est intéressant pour ça, mais en plus il est très riche en minéraux. Le sirop d'érable aussi est très riche en minéraux, mais par contre il n'est pas à bas indice glycémique. Donc dans cette recette nous avons besoin de 3 cuillères à soupe de sucre de coco. Alors, vous pouvez très bien commencer avec 1, 2 goûters et puis ajuster. On n'est pas tous égaux en fonction de notre comment dire, goût pour le sucre. Donc voilà, ça c'est très bon. Ensuite un petit peu de muscade parce qu'on est dans une boisson d'hiver. Donc en général on aime bien les épices et puis l'eggnog a des épices. Donc un petit peu, un quart de cuillère à café de muscade, c'est quand même assez fort. Et puis pour rehausser encore le côté crémeux de ce eggnog façon crue végétalienne, je rajoute un petit peu de graines de chia. Les graines de chia sont très intéressantes pour leur teneur en fibres et également leur teneur en oméga. Vous avez beaucoup de... Enfin, on détaille tout sur Market Veg. C'est très intéressant pour les sportifs, pour les gens qui cherchent à perdre du poids par exemple, justement à cause de leur fibres. En revanche, c'est quand même gras, donc c'est en fonction de votre tolérance aux graisses en général, parce qu'on fait quand même de l'huile avec les graines de chia, hein, donc ça c'est comme les graines de chanvre, hein, donc ça contient des graisses. Qui peuvent incommoder certaines personnes. Donc à vous de voir, moi je ne pourrais pas en consommer tous les jours. Par contre, une fois de temps en temps, une petite boisson comme ça, ça passe très bien. Donc là, j'ai 1 cuillère à café de graines de chia. Donc vous voyez, on n'a pas beaucoup. Et puis le dernier ingrédient, petit ingrédient secret, du sel noir. Alors là, vous allez me dire, il est rose. En fait, le sel noir et le sel rose, les deux étant de l'Himalaya, alors effectivement le sel rose, quand il est en bloc,
est très rose, alors que le sel noir, quand il est en bloc, il est vraiment gris foncé, d'où son nom de sel noir. Une fois qu'ils sont réduits en poudre très fine, le sel rose devient quasi blanc, alors que le sel noir devient d'un rose soutenu. L'intérêt du sel rose, alors les sels de l'Himalaya, les deux sont très purs, donc très intéressants, ce sont parmi les meilleurs sels. Le sel noir, la différence, c'est qu'il est riche en soufre, donc très intéressant pour la santé, et également pauvre en sodium. Il est utilisé en médecine ayurvédique pour justement les personnes qui doivent surveiller leur apport en sel. Le côté, alors ça c'est le côté intérêt santé. Le côté intérêt culinaire, c'est le goût d'œuf qu'apporte le sel noir à cause de sa teneur en soufre. Donc quand on le sent, on sent vraiment l'œuf dur un petit peu. Donc c'est intéressant dans les recettes salées pour apporter ce goût qu'on ne trouve pas quand on fait de la cuisine végétalienne. Dans les recettes sucrées, ça apporte également un goût d'œuf. Alors là, il faut faire attention au dosage, parce que sinon vous allez avoir une recette sucrée qui est trop salée du coup. Mais on met toujours un petit peu de sel, donc il faut en mettre voilà, un tout petit peu. Ça apporte, le sel rehausse de toute façon les goûts et ça va apporter un petit peu ce goût de d'œuf qui est quand même sympathique. Donc voilà, et il n'y a plus qu'à mixer. Alors effectivement, vous pouvez amener, si vous trouvez que c'est trop épais, parce que le chia épaissit beaucoup, hein, et puis la lucuma aussi apporte beaucoup de crémeux. Donc si vous trouvez votre mélange un peu trop épais, ce qui est d'ailleurs un petit peu le cas, je vais rajouter un petit peu de lait dedans, parce que du coup, voilà. C'est une boisson qui se veut assez épaisse, assez reconstituante, on va dire, mais bon, il faut quand même pouvoir la boire et pas la manger à la cuillère. Voilà. Et voilà notre première recette d'eggnog. Très bon, alors libre à vous après de rajouter éventuellement un petit peu de muscade dessus pour servir, éventuellement de la cannelle. Voilà, c'est vraiment délicieux. Maintenant, on va passer à la deuxième version de notre eggnog façon crue végétalienne. Alors, nous allons attaquer la deuxième recette, la deuxième version crue végétalienne de l'eggnog. Donc là, pour cette recette-là, il y a une banane, voilà, qui apportera le crémeux à la recette. Une banane bien mûre, hein, évitez les bananes vertes ou à peine jaunes. Ensuite, une tasse de lait d'amande ou un autre oléagineux. Voilà, le lait d'amande est pas mal pour ce mélange-là. Donc une tasse de lait d'amande que vous pourriez également, donc je vous parlais d'un autre oléagineux, mais vous pourriez aussi mettre du lait de coco. Ça peut être sympa, après ça a un goût aussi particulier. Ensuite, un petit peu de sucrant. Enfin, vous pourriez vous contenter de la banane, hein, ça sucre déjà pas mal si elles sont bien mûres. Là, je vais rajouter un petit peu de sucrant. Ce sont les fêtes, donc allons-y gaiement, voilà, pas à consommer tous les jours. Donc là, je vais mettre toujours du nectar de coco. Donc ça, c'est quand même un de mes sucrants préférés. Alors, celui que j'utilise là, parce que c'est le seul que j'ai, c'est du ambre. Donc il est beaucoup plus foncé, un petit peu plus peut-être épais aussi. Il existe, alors c'est vrai que du coup ça donne un petit peu une couleur un petit peu plus foncée à votre boisson. Il existe en version blond, toujours chez Market Veg, qui là aurait une couleur se rapprochant du sirop d'agave, donc qui aura moins d'impact sur la couleur de votre boisson au final. Les qualités sont les mêmes au niveau de l'indice glycémique et des minéraux. Donc je rajoute
une cuillère pour l'instant parce qu'avec la banane, je pense que ça va suffire. Vous pourrez toujours rajouter un petit peu de sucrant à la fin, une fois que ce sera mixé, si vraiment vous trouvez que c'est pas assez sucré. Alors, toujours un petit peu de vanille. La vanille, c'est une très bonne épice pour la santé. Un petit peu de muscade. Alors, en l'occurrence, une pincée, je vais utiliser ça, une pincée de muscade. Oups, une grosse pincée. Une pincée de... Non, alors pas de gingembre dans cette recette, c'est de la cannelle. Voilà, on est tout à fait dans les épices de Noël. Et puis, pour apporter encore un petit peu plus de crémeux, je rajoute 75 g de noix de cajou trempées. Voilà. Et puis, notre petite pincée de sel, toujours. Vous pouvez utiliser du sel normal, du sel de qualité, c'est mieux quand même. Moi, j'utilise du sel noir pour apporter un petit goût d'œuf qui va rappeler un petit peu l'eggnog traditionnel. Voilà, alors il ne faut pas en mettre trop parce que le sel noir, comme je disais tout à l'heure, et bien qu'il soit pauvre en sodium, sale vraiment beaucoup. Voilà. Hop. Et voilà. Ça sent très bon. Alors c'est un petit peu plus clair peut-être. J'ai mis moins de sucrant dans celui-ci, donc effectivement la couleur est un petit peu moins changée. Donc je pense que c'est pas mal du tout comme ça. Vous voyez, vous avez vraiment une texture très veloutée, comme un eggnog classique. Alors, je vais goûter ça pour vous. Ah, évidemment, là, on sent quand même un petit peu la banane. Il faut aimer la banane. C'est crémeux, velouté, un régal. Voilà, moi ça me va très bien comme ça. Si vous le voulez moins épais, vous rajoutez du lait d'amande. Voilà, au niveau du sucrant, moi je trouve que c'est pas mal. Ma banane était bien mûre. Une cuillère à soupe de nectar de coco, déjà, c'est pas mal. Voilà. Maintenant, je vous propose une recette de petits gâteaux, parce que c'est bien d'accompagner son eggnog avec des petits biscuits. Alors, on va attaquer la recette de petits gâteaux crus au parfum de Noël, parce que dedans il y a un petit peu d'orange et puis des épices, donc je trouve que c'est une recette sympa pour Noël. Et puis après tout, pourquoi pas aussi en faire des petits sachets, les offrir à vos voisins ou à vos amis pour leur faire découvrir les plaisirs et puis la variété de la cuisine crue. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui des gâteaux. Alors, ça peut peut-être être un peu original, à base de flocons d'avoine. Alors, si peut-être le savez-vous, mais peut-être ne le savez-vous pas, les flocons d'avoine qui sont trouvés dans le commerce habituellement, flocons d'avoine ou autres flocons d'ailleurs, hein, sont forcément cuits à la vapeur avant. Pré-cuit, en tout cas pré-cuit, pas forcément cuit mais pré-cuit. Pourquoi? Parce que le grain est ramolli par la vapeur pour être ensuite aplati en flocons, dans une floconneuse en général. Donc les flocons d'avoine ne sont pas, à proprement parler, ils ne sont pas crus puisqu'ils ont été pré-cuits. Là, ceux-là, ceux que je vous présente, sont crus. Et puis en plus d'être crus, ils sont germés. Donc c'est quand même le top du top. Alors le grain a été d'abord, comme c'est écrit d'ailleurs, germé, sprouted, et germé et ensuite aplati. Voilà, tout s'est fait à très basse température. Donc vous avez le top du top parce que non seulement c'est cru, mais du fait de la germination, ça décuple les propriétés, la valeur nutritive de l'avoine. Voilà, alors ça n'est pas sans gluten. Faites attention, enfin, il y en a très peu dedans. Donc après, c'est à vous de voir si vous le supportez ou pas. C'est vraiment une céréale qui a très peu de gluten. Donc voilà, mais celles-là sont crues et en plus germées. Donc nous allons pouvoir faire des petits gâteaux aux flocons d'avoine crus. Alors là, pour cette recette, j'ai besoin de 190 g
de flocons d'avoine. Voilà, et une partie qui a été transformée en farine. Alors, soit vous utilisez les flocons d'avoine que vous passez dans un mixeur, un petit blender ou un moulin à café pour avoir vraiment une farine. Là, le grain a été germé, donc c'est une super farine. Soit vous la faites vous-même en mettant simplement à germer des grains entiers d'avoine qu'on trouve assez facilement dans les magasins bio en vrac. Vous les faites germer. Vous les faites déshydrater à basse température, pas cuit au four évidemment, sinon vous n'aurez plus rien de cru. Et puis une fois que c'est bien sec, vous les passez dans un moulin à café ou un blender bien puissant et vous aurez une farine que vous pourrez d'ailleurs conserver comme ça m'arrive de le faire parce que j'en fais en quantité importante, on ne va pas faire une toute petite quantité à la fois, donc vous le faites dans en quantité importante, vous mettez dans un bocal et ça se garde très bien. Et vous avez une farine haut de gamme. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai utilisé ça parce que j'avais pas eu le temps de faire des grains. Mais voilà, vous pouvez le faire chez vous à partir de grains trouvés au magasin. Donc là, les quantités, 75 g de farine de flocons d'avoine ou d'avoine germée, hein, déshydratée, crue, voilà. Ensuite, on mélange les épices. Donc, en l'occurrence, là, pour cette recette-là, j'ai besoin de cannelle. Hein, donc, une cuillère à café de cannelle. Voilà. Oh, d'accord. C'est des biscuits de Noël, hein, donc il faut quand même qu'ils soient bien épicés. Donc, une cuillère à café de cannelle. La même quantité de gingembre. Voilà. Donc, là, c'est des demi-cuillères. Donc, une cuillère à café de gingembre, de la vanille, une bonne pincée. Voilà. Et puis, ben, en épices, voilà, on a fait le tour. Ensuite, ça, c'est la partie et je rajoute le zeste d'une orange. Voilà, zeste frais d'une orange. Voilà, tout ça, c'est vraiment des parfums de Noël. Voilà, moi, je vais utiliser mes mains. Ça, je le mettrai... je peux le mettre maintenant. Donc, une tasse de raisin, ça fait à peu près 100 g de raisin. Vous pourriez mettre d'autres fruits secs, comme par exemple les érelles, qui font aussi beaucoup penser à Noël. La différence, c'est que les érelles qu'on trouve séchées sont en général enrobées d'un sirop de sucre ou... enfin bon, elles ont été sucrées en plus. Donc après, voilà. C'est vous qui voyez ce qui est le plus facile, ce qui vous plaît le plus et voilà. Donc là, hop, voilà. Je mélange bien tous les ingrédients secs. Déjà, voilà. J'ai déjà les odeurs de Noël... J'ai déjà les odeurs de Noël qui m'arrivent au nez. Ça sent bien l'orange, la cannelle. Voilà, donc on a une pâte sèche. Et je vais m'occuper de la partie liquide. Donc là, je mets des pommes. Bon, ça, les pommes, hein, c'est un fruit d'hiver pas cher. Donc, j'ai à peu près l'équivalent de 3 petites pommes. Voilà, 3 petites pommes. J'ai quoi dedans? Et puis, ah oui, l'ingrédient intéressant, l'huile de coco. À ne pas confondre avec... alors, en général, enfin, beaucoup de gens appellent l'huile du beurre ou voilà, enfin, les deux noms sont un peu interchangeables. Bon, il faut quand même savoir qu'il y a de l'huile et un autre produit qu'on appelle aussi du beurre, mais qui est en fait de la purée. Enfin, moi j'appelle ça plutôt du beurre, la purée, parce que ça ressemble plus à du beurre. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc vous avez l'huile. L'huile, alors à condition, elle a plusieurs façons d'être préparée. C'est pas parce qu'elle est en magasin bio qu'elle est crue déjà, même si elle est extra vierge, parce qu'elle a pu être chauffée à un moment donné. En l'occurrence, l'huile de coco crue que vous trouvez chez Market Veg, elle est vraiment crue parce qu'elle a été préparée
à partir de noix de coco mature, enfin la chair de la noix de coco mature, juste cueillie, voilà, ouverte. Donc la chair fraîche et pas la chair séchée. La plupart des huiles que l'on trouve dans le commerce sont des huiles faites à partir de la chair séchée, appelée également copra. Et ça change pas mal de choses au niveau des propriétés, surtout au niveau, je trouve, du goût, du parfum. Enfin voilà, celle qui est faite à partir de copra, j'ai fait pas mal d'essais, j'en ai goûté pas mal avant de trouver celle-là. Et celle qui est faite à base de copra, et elle rancit déjà beaucoup plus vite. Alors pas tout de suite, hein, vous avez un délai, mais voilà, elle finit par rancir, alors que la crue, elle se garde extrêmement bien. Moi j'en ai un dans ma salle de bain pour les cosmétiques, c'est une excellente crème hydratant pour la peau. C'est antifongique, antibactérien, c'est un démaquillant absolument génial puisque c'est un corps gras. Excellent si vous avez des problèmes de peau comme l'eczéma, des peaux très à vif, des cuirs chevelus, parfois on peut avoir des irritations, des croûtes pour les bébés par exemple qui ont, je crois qu'on appelle ça des croûtes de lait. C'est génial, j'ai plein d'amis maintenant qui ont testé. Et qui en sont dingues parce que tout ce qu'elles avaient pu essayer avant n'avait pas fonctionné sur la peau et l'huile de coco crue, hein, je précise, cette huile de coco a très bien marché. Et j'en ai également un pot dans ma cuisine, puisque j'en mets parfois dans mes smoothies. C'est une huile qui est extrêmement intéressante au niveau santé, très bonne pour le système digestif. C'est pas parce que c'est bon qu'il faut consommer le pot non plus, ça reste de la graisse, mais c'est une graisse qui est beaucoup plus facilement assimilée par le corps. Elle est transformée tout de suite en énergie, donc elle n'est pas stockée comme les autres graisses. Donc intéressant aussi pour les gens qui ont des problèmes de cholestérol ou qui voudraient, voilà, dans le cadre d'un régime pour perdre du poids. C'est une très bonne huile, graisse. Bon, évidemment, ça a le goût de coco. Tout le monde n'aime pas le goût de coco. Mais la crue, elle n'est pas désodorisée. Voilà, elle a un parfum absolument sublime. Voilà, moi celle-là, j'en ai goûté plein. En général, j'aime l'huile de coco. Mais c'est la seule que je peux manger à la petite cuillère. Celle-là, elle est vraiment excellente. Donc voilà, là, j'en ai besoin de... alors, je vais prendre une autre cuillère parce que celle-là, voilà. Donc, alors, l'huile de coco. Alors, je vous parlais tout à l'heure du beurre de coco. Tu veux couper? D'accord. C'est des biscuits de Noël, hein, donc il faut quand même qu'ils soient bien épicés. Donc, une cuillère à café de cannelle, la même quantité de gingembre. Voilà. Donc là c'est des demi-cuillères, donc une cuillère à café de gingembre, de la vanille, une bonne pincée, voilà, et puis on épice, voilà, on a fait le tour. Ensuite ça c'est la partie et je rajoute le zeste d'une orange. Voilà, zeste frais d'une orange. Voilà, tout ça, c'est vraiment des parfums de Noël. Voilà, moi, je vais utiliser mes mains. Ça, je le mettrai... ouais, je peux le mettre maintenant. Donc, une tasse de raisin, ça fait à peu près 100 g de raisin. Vous pourriez mettre d'autres fruits secs, comme par exemple les érelles, qui font aussi beaucoup penser à Noël. La différence, c'est que les érelles qu'on trouve séchées sont en général enrobées d'un sirop de sucre ou... enfin bon, elles ont été sucrées en plus. Donc après, voilà. C'est vous qui voyez ce qui est le plus facile, ce qui vous plaît le plus et voilà. Donc là, hop, voilà. Je mélange bien tous les ingrédients secs. Déjà, voilà. J'ai déjà les odeurs de Noël... J'ai déjà les odeurs de Noël qui m'arrivent au nez. Ça sent bien l'orange, la cannelle. Voilà, donc on a une pâte sèche. Et je vais m'occuper de la partie liquide. Donc là, je mets des pommes. Bon, ça, les pommes, hein, c'est un fruit... D'accord. C'est des biscuits de Noël, hein, donc il faut quand même qu'ils soient bien épicés. Donc, une cuillère à café de cannelle, la même quantité de gingembre,
Voilà. Donc là, c'est des demi-cuillères. Donc, une cuillère à café de gingembre, de la vanille, une bonne pincée. Voilà. Et puis, ben, en épices, voilà, on a fait le tour. Ensuite, ça, c'est la partie et je rajoute le zeste d'une orange. Voilà, zeste frais d'une orange. Voilà, tout ça, c'est vraiment des parfums de Noël. Voilà, moi, je vais utiliser mes mains. Ça, je le mettrai... je peux le mettre maintenant. Donc, une tasse de raisin, ça fait à peu près 100 g de raisin. Vous pourriez mettre d'autres fruits secs, comme par exemple les érelles, qui font aussi beaucoup penser à Noël. La différence, c'est que les érelles qu'on trouve séchées sont en général enrobées d'un sirop de sucre ou... enfin bon, elles ont été sucrées en plus. Donc, après, voilà. C'est vous qui voyez ce qui est le plus facile, ce qui vous plaît le plus, et voilà. Donc là, hop, voilà. Je mélange bien tous les ingrédients secs. Déjà, voilà. J'ai déjà les odeurs de Noël. J'ai déjà les odeurs de Noël qui m'arrivonnaient. Ça sent bien l'orange, la cannelle. Voilà, donc on a une pâte sèche. Et je vais m'occuper de la partie liquide. Donc là, je mets des pommes. Bon, ça, les pommes, hein, c'est un fruit d'hiver pas cher. Donc, j'ai à peu près l'équivalent de 3 petites pommes. Voilà, 3 petites pommes. J'ai quoi dedans? Et puis, ah oui, l'ingrédient intéressant, l'huile de coco. À ne pas confondre avec... alors, en général, enfin, beaucoup de gens appellent l'huile du beurre ou... voilà, enfin, les deux noms sont un peu interchangeables. Bon, il faut quand même savoir qu'il y a de l'huile et un autre produit qu'on appelle aussi du beurre, mais qui est en fait de la purée. Enfin, moi j'appelle ça plutôt du beurre, la purée, parce que ça ressemble plus à du beurre. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc vous avez l'huile. L'huile, alors à condition, elle a plusieurs façons d'être préparée. C'est pas parce qu'elle est en magasin bio qu'elle est crue déjà, même si elle est extra vierge, parce qu'elle a pu être chauffée à un moment donné. En l'occurrence, l'huile de coco crue que vous trouvez chez Market Veg, elle est vraiment crue parce qu'elle a été préparée à partir de noix de coco matures, enfin la chair de la noix de coco mature, juste cueillie, voilà, ouverte. Donc la chair fraîche et pas la chair séchée. La plupart des huiles que l'on trouve dans le commerce sont des huiles faites à partir de la chair séchée, appelée également copra. Et ça change pas mal de choses au niveau des propriétés, surtout au niveau, je trouve, du goût, du parfum. Enfin voilà, celle qui est faite à partir de copra, j'ai fait pas mal d'essais, j'en ai goûté pas mal avant de trouver celle-là. Et celle qui est faite à base de copra, et elle rancit déjà beaucoup plus vite. Alors pas tout de suite, hein, vous avez un délai, mais voilà, elle finit par rancir, alors que la crue, elle se garde extrêmement bien. Moi j'en ai un dans ma salle de bain pour les cosmétiques, c'est une excellente crème hydratant pour la peau. C'est antifongique, antibactérien, c'est un démaquillant absolument génial puisque c'est un corps gras. Excellent si vous avez des problèmes de peau comme l'eczéma, des peaux très à vif, des cuirs chevelus, parfois on peut avoir des irritations, des croûtes pour les bébés par exemple qui ont, je crois qu'on appelle ça des croûtes de lait. C'est génial, j'ai plein d'amis maintenant qui ont testé et qui en sont dingues parce que tout ce qu'elles avaient pu essayer avant n'avait pas fonctionné sur la peau et l'huile de coco crue, hein, je précise, cette huile de coco a très bien marché. Et j'en ai également un pot dans ma cuisine, puisque j'en mets parfois dans mes smoothies. C'est une huile qui est extrêmement intéressante au niveau santé, très bonne pour le système digestif. C'est pas parce que c'est bon qu'il faut consommer le pot non plus, ça reste de la graisse, mais c'est une graisse qui est beaucoup
plus facilement assimilée par le corps, elle est transformée tout de suite en énergie. Donc elle n'est pas stockée comme les autres graisses. Donc intéressant aussi pour les gens qui ont des problèmes de cholestérol ou qui voudraient, voilà, dans le cadre d'un régime pour perdre du poids. C'est une très bonne huile, graisse. Bon, évidemment, ça a le goût de coco. Tout le monde n'aime pas le goût de coco. Mais la crue, elle n'est pas désodorisée. Voilà, elle a un parfum absolument sublime. Voilà, moi, celle-là, j'en ai goûté plein. En général, j'aime l'huile de coco. Mais c'est la seule que je peux manger à la petite cuillère. Celle-là, elle est vraiment excellente. Donc voilà, là, j'en ai besoin de... alors, je vais prendre une autre cuillère parce que... Alors, l'huile de coco, la différence également, c'est que... bon, là, elle est blanche. Même si elle est un petit peu molle, elle est blanche, elle paraît opaque. Quand vous la faites fondre, elle devient complètement translucide, comme de l'eau. Le beurre, enfin ce que moi j'appelle le beurre de coco pour faire bien la différence, qui est, je dois en avoir un peu là, voilà, lui qui est blanc aussi, un petit peu moins blanc quand même, hein. Je ne sais pas si on voit, et donc là il est dur aussi, même assez dur d'ailleurs, mais il est fait à partir aussi de la chair fraîche, mais c'est la chair fraîche qui est complètement mixée avec son huile à l'intérieur, donc toute la chair est mixée très finement pour avoir cette pâte qui là, à température pas très chaude on va dire, est dure. Mais si vous la faites fondre doucement au bain-marie, vous allez avoir une crème blanche, opaque, mais aussi très, très fluide, hein, très liquide. Mais elle restera blanche et opaque et légèrement, très très légèrement granuleuse au goût puisque la chair est conservée dans ce que j'appelle le beurre ou purée de coco. Donc bien faire la différence, celle-là vous ne l'utilisez pas pour la peau, aucun intérêt, et puis ce ne serait pas très agréable de toute façon puisqu'elle reste granuleuse quand même. L'intérêt pour la peau, c'est l'huile. Donc cette huile qui fond très bien aussi au contact de la peau, qui, comme je vous disais, qui se gardait très bien en dehors du frigo aussi. Donc voilà, donc là dans cette recette, je pourrais utiliser du beurre aussi, pourquoi pas, mais cette recette-là, c'est de l'huile. Voilà, donc... Voilà. 2 cuillères à soupe de beurre, d'huile, pardon. Ne mélangeons pas tout. C'est trop. Elle est bonne celle-là, vraiment. Elle est délicieuse. Donc voilà. Et puis un petit peu de sucrant, voilà, qui est là. Donc je continue sur mon nectar de coco, mais vous pourriez très bien aussi mettre du miel, hein, un bon miel, alors si possible du miel cru, même si l'association, le miel de préférence, il faut le manger seul. C'est un aliment à part entière qui devrait être consommé, c'est un médicament qui devrait être consommé seul. Mais bon, si vous avez du miel que vous voulez, voilà, exceptionnellement, pardon, vous pourriez mettre du miel. Donc moi j'ai mis du nectar de coco, vous pouvez mettre sirop d'érable, sirop d'agave si vous avez, enfin voilà. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai quand même une préférence pour voilà. Non, c'est un quart de tasse, alors un quart de tasse. Un quart de tasse, ça fait combien ça, un quart de tasse? Coupe. Donc 60 ml environ de sucrant. Après, vous adaptez, sachant qu'il y a déjà des raisins secs dedans, de la pomme. Si vous n'aimez pas trop sucré, eh bien, vous mettez moins sucré. Hein. Mettez pas trop quand même sucré, parce que même si c'est des bons sucres, ça reste du sucre. Donc, faites attention voilà, à votre santé. Alors, voilà, hop, j'arrive à peu près à la dose. Hop. Et donc, je vais réduire tout ça en purée, j'ai dû tout mettre, la vanille, tout ça, hop. Et on est parti. Voilà. Voilà, nous allons donc mélanger. Parce que j'ai pas
allons mélanger maintenant les ingrédients liquides aux ingrédients secs. Alors je l'ai fait dans un blender, mais bon, un bon mixeur, je suppose, ferait tout à fait l'affaire également. C'est assez facile à mixer. Hop. Il y a les odeurs de Noël qui m'arrivent au nez. Ça sent super bon. Et donc là, ouais, c'est bon. Et donc là, il n'y a plus qu'à mélanger. Alors, vous pouvez y aller avec les mains si vous voulez. Hein. C'est de la pâte à gâteau. En général, la pâte à gâteau, on la fait avec les mains. Alors, moi, je vais commencer avec la cuillère. Donc voilà, vous obtenez une belle pâte. Voilà, il y a largement assez de liquide. Donc vous pouvez goûter déjà comme ça. De toute façon, ça se mange tout à fait comme ça. C'est bon. Ah, on sent l'orange en pleine bouche avec les épices. Ça fait vraiment penser à... Ah oui, c'est parfumé, c'est vraiment délicieux. Donc pour cette recette-là, on peut les manger à la cuillère comme ça, après tout, pourquoi pas. Ça pourrait même faire un petit déjeuner. C'est-à-dire la recette, normalement, c'est pour faire des petits biscuits. Donc il faut les déshydrater. Donc là, vous faites des petits tas. Voilà. Tout simplement. Et après, on aura des petits gâteaux qui vont se garder du coup forcément beaucoup mieux. Que vous pourrez donc offrir à Noël ou les manger avant si vous ne pouvez pas attendre. Voilà, donc j'ai fini de déposer mes petits tas de pâtes sur mon plateau de déshydrateur. Donc là, en l'occurrence, pour la quantité que j'ai préparée, on obtient à peu près une trentaine de petits gâteaux crus. Alors, en fonction de la taille, vous pouvez les faire plus petits pour faire des petites bouchées. Si par exemple, vous voulez en offrir dans des petits sachets. Mais pour une taille de cookies, voilà, vous avez à peu près une trentaine. Donc là, je vais les mettre à déshydrater. Donc quelques heures. Je pense que après c'est à vous de voir effectivement la déshydratation, donc 45 degrés. Si vous voulez des cookies, enfin des gâteaux un petit peu bien secs ou au contraire un peu croustillants ou au contraire plutôt moelleux. Donc là il faut compter à peu près entre 4 et 6 heures de déshydratation pour avoir des cookies bien, voilà, qui se gardent quand même un certain temps. Voilà. Et puis voilà nos deux recettes d'eggnog. Donc celui-là il est un petit peu plus foncé parce que, alors comme je vous disais tout à l'heure, il y a le sucrant déjà qui fonce un peu, mais également les graines de chia. Puisque j'ai utilisé des graines de chia noires. Alors il en existe des blanches mais qui sont assez difficiles à trouver. Qui du coup ferait une boisson un petit peu plus claire, mais en l'occurrence voilà, là c'est un petit peu foncé, mais bon c'est toujours une couleur et donc vous pouvez mettre soit un peu de muscade, soit un petit peu de cannelle selon votre préférence, voilà, au dernier moment pour servir, c'est sympa, ça finit un petit peu, si j'y arrive, voilà, la boisson. J'en prends un avec de la cannelle et un avec de la muscade. Et vous c'est un petit peu plus clair, voilà. Et vous n'avez plus qu'à servir et déguster. Vous pourriez aussi, là il est à température ambiante, vous pourriez également le faire légèrement chauffer. L'eggnog se boit aussi chaud. Donc vous pourriez le faire chauffer sans le faire cuire bien sûr. Et puis avec un petit biscuit cru que je vous montrerai une fois qu'ils auront été déshydratés. Alors voilà, les petits gâteaux que je vous ai proposés aux flocons d'avoine crus sont prêts à être mangés. Ils ont été déshydratés donc à peu près 6 heures. Donc une petite astuce, vous voyez, voilà, on les voit bien là.
Voilà. Donc 6 heures. Alors, soit, moi je les ai retournés parce que je les ai à peu près après 4 heures de déshydratation. Parce que comme je les avais mis sur une feuille T-Flex, le fond était toujours un petit peu humide. Donc après 4 heures, je les ai simplement retournés et j'ai laissé donc 2 heures de plus en déshydratation. Maintenant, vous auriez pu, pour vous éviter cette étape-là, les mettre directement, une fois que la pâte était faite, faire vos tas directement sur la grille. Et puis, comme ça, vous auriez laissé les 6 heures et ça aurait déshydraté des deux côtés en même temps. Voilà, donc c'est à vous de voir. Après, en fonction aussi de l'humidité de vos gâteaux. Donc, les 6 heures, c'est approximatif. Plus c'est humide, plus il faut de temps. Et puis c'est pareil si vous voulez en fonction de la texture. Là ils sont vraiment, alors ils sont un peu secs, hein, mais ils restent tendres, un peu comme des cookies. Vous voyez. Ah puis alors, c'est super bon. On sent bien le dosage des épices, c'est vraiment excellent. On sent bien l'orange, tout est. Et donc ça reste. C'est un peu sec, mais ça reste quand même moelleux. Donc voilà, vous pouvez les garder, les offrir. Enfin, à mon avis, vous les garderez pas longtemps. Voilà. À bientôt. Au revoir.